Bonjour, je suis Philippe Monneret, voilà, d'une famille où on a fait que de la moto. Ça fait 100 ans qu'on est dans la moto, et puis depuis un peu plus de 40 ans maintenant, je dirige une école de moto, une moto-école, mais un peu différente des autres parce que nous, on va de l'enfant de 6 ans jusqu'au pilotage sur circuit. Et on passe par, bien sûr, les 125, le permis AM pour les jeunes de 14 ans, le permis moto c'est le gros de la troupe, et puis le perfectionnement, et comme je l'ai dit, le pilotage, c'est aussi maintenant notre ADN, le pilotage sur circuit depuis toujours, avec maintenant des nouveaux pilotes. On a Randy de Pugnet qui nous a rejoint, Hugo de Cancelis qui a 23 ans, qui fait les championnats du monde. Enfin bon, voilà, il faut évoluer, et puis il faut du nouveau, parce que si on était resté avec les mêmes mecs qu'il y a 100 ans, ça serait pas terrible, quoi. La saga, elle a commencé avec votre père il y a 100 ans. Ouais, en 100 ans, en 1925, avec mon père. Et ça, la première fois alors, c'est mon grand-père qui n'était absolument pas dans la moto, qui lui avait ramené une 100 cm3 Alcyonnette dans les années 22 ou 23. Et ça lui avait donné envie de faire de la moto. Mais c'était des motos archaïques, quoi, complètement. Vous vous rendez compte, il y a plus de 100 ans, une moto de 100 cm3. Et à sa première course, il était tellement lent que le mec, il a cru que c'était un mec qui était là par hasard, il l'a pas chronométré. Et après il s'y est mis, et c'est devenu vraisemblablement un des plus beaux palmarès de l'histoire de la moto. En tout cas en France, en nombre de victoires, en nombre de titres. Et puis surtout, c'est un homme de record. À l'époque, il y avait tout à faire. La traversée de la Manche, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai eu la chance aussi de faire lancer le Peugeot 104 en 71 avec lui quand j'avais 12 ans, 24 heures à Montlhéry, enfin plein de trucs comme ça. Paris-Alpes d'Huez, il a fait. Après ça, non, moi j'ai commencé à 2 ans et demi aussi à faire avec une remorque derrière. On a fait Dunkerque-Monte-Carlo, Dunkerque-Monte-Carlo en 50 cm3 avec mon père, ma mère, une remorque, un 2 temps, donc ça veut dire de la fumée. Là, ça serait la DAS directe maintenant. Mais moi, je vais pas porter plainte parce que je suis content de l'avoir fait. Et puis, au bout de 2h30, 3 heures, on s'est arrêté pour ravitailler et j'avais de l'eau jusque là. Donc, le mécanicien a percé des trous. Ils m'ont séché et hop, on est reparti. Ça a duré 3 jours pour descendre quand même, hein. Voilà. Des petits souvenirs du début de mes débuts à moto. Enfin, dans le monde de la moto, parce que moi, je faisais pas grand chose là. Donc, la passion, elle a été transmise par votre père. Oui, j'aurais pu ne pas avoir la passion. Mais ça, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas eu mon père, je pense que j'aurais pas fait de moto. Mais de toute façon, quand j'étais petit, j'avais pas trop le choix. Moi, j'étais demandeur. Hein, je me souviens, j'ai commencé sur une Honda Mannequin, une petite, et à chaque fois je disais mais je l'ai quand, et vraiment, hop, je l'ai eu. Mais après. De là après à devenir pilote et à faire sa carrière dans la moto comme je l'ai fait, c'est ce que j'ai fait, c'est un rêve de gosse, parce que j'aurais jamais imaginé faire ça, que ça se passe comme ça, quoi. Donc je suis hyper content. À quand elle remonte votre première course? 1976, ma première vraie course de championnat de France, et première victoire en 76 aussi au bout de la 3e course. Et je me rappelle, je suis monté dans la tour, c'était à Nogaro, et j'ai demandé parce qu'à cette époque, il y avait quand même, on était un peu plus timide avec les plus vieux, quoi. C'était pas Ziva, file-moi le téléphone. C'était monsieur, est-ce que je pourrais téléphoner? Et donc j'ai appelé et j'ai dit à mon père, papa, j'ai gagné. Et là, pour moi, c'était énorme. Voilà. Vous avez participé aussi aux 24 heures du Mans? Ah oui, les 24 heures du Mans, ça a été, je l'ai fait pas mal de fois, hein. Mais quand je les ai gagnés et que c'était la première fois que Yamaha a gagné, c'est vrai que j'ai eu une pensée pour mon père, parce que lui, en 1939, il a failli gagner les 24 heures du Mans voiture. Il a été 21 heures en tête avec la Delage. Et ils ont eu un petit problème technique à la fin. Ils font 2e, premier de la catégorie 3 litres, mais 2e quand même. Ce qui compte aux 24 heures, c'est de faire premier de la catégorie, premier au général. Et il s'est fait battre par la Bugatti de Vémile Véron, mais il y avait 5 tours. 5 tours, c'est beaucoup, c'est énorme quand ça roule. Mais quand ça a arrêté, c'est vite fait. Et ils ont perdu, mais
ils ont été portés en triomphe parce que ils avaient fait une telle belle course. Mais c'était une désillusion pour lui parce que lui m'avait dit, je croyais qu'on avait gagné à 3 heures de la fin, on avait 5 tours, on se baladait, on assurait quoi. Et quand j'ai gagné, forcément, j'ai pensé à mon père. Ouais. Bah, tout est lié avec mon père quand même, hein, parce qu'on avait une énorme différence d'âge. Enfin, une énorme. Maintenant, mais à l'époque, c'était 50 ans, donc c'était beaucoup. Et du coup, on profitait l'un de l'autre au max. C'est votre plus beau souvenir, les 24 heures du Mans? Ah, c'est un de mes plus beaux souvenirs, oui, oui. Mais j'ai eu plein de beaux souvenirs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'oublier les mauvais souvenirs. Et j'arrive facilement. J'ai pas de mémoire déjà, donc déjà pour les bons, j'ai du mal à les retenir. Donc les mauvais, je les oublie. Mais il y en a plein d'autres. Hein, quand j'étais chez Suzuki, par exemple en 94, qu'on a fait vice-champion du monde, on a fait des très belles courses. Mais parfois, il y a des courses où je suis plus satisfait, où j'étais plus satisfait de mon pilotage, où j'ai fait 2e ou 3e, que des courses où j'ai gagné, où j'ai pratiquement moins bien piloté. Il y a parfois, parce que on n'a pas forcément la moto, ça se goupille, voilà, on tombe sur des mecs très forts, bon voilà. Mais le principal, c'est d'être épanoui quand on, voilà. Mais moi, à chaque fois que j'arrivais, de toute façon, je me projetais dans la prochaine course et je me disais, est-ce que je serais capable de refaire ce que j'ai fait? J'avais un doute. Et le doute, c'était pas mal, quoi. Et une fois que j'y étais, je n'avais plus de doute. Mais après, tout de suite, à chaque fois, dès le dimanche soir, je me dis, est-ce que je vais être capable le dimanche prochain de refaire ce que j'ai fait ce dimanche-là? Voilà. Comment vous l'avez vu, cette évolution en 100 ans, justement, de la moto et des courses en moto? J'étais pas là il y a 100 ans. Hein. Non, mais voilà. Alors, il y a 100 ans, je m'en souviens pratiquement pas. Il y a 80 ans non plus. Non, moi, je me souviens, mes souvenirs de la moto, c'est milieu des années 60. Voilà, hein, quand j'ai 6 ans, 7 ans. Je me souviens pas du tout du raid dans la remorque. Ça, j'ai quoi. Alors, en 66, mon père ferme son dernier magasin de moto. La moto, c'est fini, c'est cuit. Il le pense, sauf que 2 ans après, ça repart, il y a le boom, les Japonais qui arrivent, etc. D'ailleurs, une anecdote sur le fait qu'on lui a proposé Yamaha, hein, et lui, il y a pas cru, il a donné ça à son pote Toto Veuillet, c'est devenu Yamaha avec Jean-Claude Olivier, etc. Mais bon, voilà, c'est une évolution assez bizarre, la moto, parce que techniquement, ça a évolué incroyablement. Puisque maintenant, moi j'ai des motos des années 70. Parce que après mon père, quand il a fermé ses magasins, il est devenu importateur grâce à Peugeot, parce que c'était Peugeot qui importait, mais il avait pris la direction de Triomphe et BSA. Donc c'est des motos incroyables, de beauté, mais si on regarde un peu, j'irais pas dire que c'est des merdes, pas du tout, mais c'est complètement archaïque. Sélecteur à droite, faut titiller pour démarrer. Mais moi, j'adore rouler avec ces motos. Mais si on file ces motos à des mecs de maintenant, c'est pas possible, c'est trop chiant. Hein, il y a toujours un truc à faire. Et moi, j'aime ça. Mais voilà. Mais là, c'est tellement facile maintenant. Démarreur, anti-patinage, ABS, tout pour la sécurité. Donc, l'électronique déjà a amené beaucoup de choses. Ça c'est très important sur le plan technique, l'évolution des freins, hein, on est passé des freins tambours aux freins à disque, la largeur des pneus, tout est fait pour que ce soit dans la sécurité. Et puis c'est là où là on a vécu nous un changement énorme, c'est que moi quand j'ai commencé à donner quelques cours, c'était sur l'île de Puteaux. Quand j'avais 15 ans, mon père m'avait dit, t'es directeur. À 15 ans, il m'avait dit, t'es directeur du truc. C'était avec des Peugeot comme ça, là. Le Peugeot Rally. Et là, je me suis retrouvé avec un pote de classe. On était en 3e et on s'est retrouvé à 15 ans. Et puis, après, j'ai monté beaucoup plus tard mon école de moto. Enfin, plus tard. Pas beaucoup plus tard, d'ailleurs, à 21 ans. Et là, on a vu l'évolution de tout ce qui était apprentissage. C'était incroyable. Le permis qui s'est durci, les passerelles pour passer du permis A2 au permis A, la 125, le permis AM qui a été effectif, parce que qui existait mais qui n'était pas appliqué, plein de choses comme ça. On a lancé les perfectionnements, les pilotages, on a vu une évolution incroyable de l'envie des gens d'apprendre. Et de toujours d'allier, en fin de compte, ça n'a pas changé, d'allier la sécurité et le plaisir.
Et la moto, c'est quand même la passion. Du coup, vous étiez encore en train de faire des courses quand vous avez lancé ces moto-écoles? Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai toujours, j'ai été un pilote, presque un pilote amateur, puisque je courais à côté. Moi, je me voyais pas attendre, voilà. Je faisais les deux, et je me suis servi d'ailleurs la course. J'ai fait les écoles un peu comme je gérais la course, c'est-à-dire déjà en ayant des partenaires. Les partenaires de course que j'ai, donc j'ai des partenaires comme Dunlop que j'ai depuis des années, Motul bien sûr qui nous suit depuis toujours, on est avec Suzuki qui est un partenaire, une marque j'ai une histoire vraiment forte avec eux, voilà, les casques LS2 parce que c'est un ancien pilote qui gère, Jean-Marc Manugera, donc tout ça c'est très lié à la compétition. Mais aussi, quand on a fait de la course quand même à haut niveau, on n'est pas frustré par le fait de confondre la route où on doit cohabiter et rouler doucement et le circuit où on doit cohabiter mais rouler très vite, le plus vite possible. Et voilà, c'est pour ça que quand ma femme ou ma fille monte derrière moi, elle me dit toujours je me traîne. Je dis mais on est sur la route. Pourquoi tu veux que j'aille vite? Tu vois, la moto qui est derrière moi, celle-là, on a fait 357 au Paul Ricard avec cette moto. Que je fasse 70 en ville au lieu de 50, ça va rien m'apporter. Je vais pas être dans les clous et je vais prendre des risques aux autres. Donc la vitesse, pour moi, c'est. Mais bon, j'ai quand même fait des conneries quand j'avais 20 ans. Je mélangeais un peu les choses. Mais quand on est quand même très à cheval sur la sécurité, qu'on partage une passion, qu'on garde toujours le plaisir, qu'il y ait une ambiance aussi très particulière aux deux roues. Moi, je pense que c'est essentiel pour que le truc marche. Voilà. Le mot d'ordre, ça reste la sécurité. Le mot d'ordre, bien sûr, c'est la sécurité, mais faire les choses, surtout le mot d'ordre, c'est au-dessus de la sécurité, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Et après la sécurité, mais comme pas parce qu'on peut être donneur de leçons sans arrêt. Il faut pas ce sentiment ça. Il faut être plutôt conseil bienveillant plutôt que voilà. On peut être trop vite à 20 km/h et pas trop vite à 130 km/h. Donc la sécurité, parfois, c'est un peu scolaire. Il faut aussi à moto, c'est l'anticipation, savoir analyser l'adhérence. Il y a plein de choses qui font. C'est pas je passe à 50 parce qu'il y a le panneau 50. S'il y a du gasoil, je passe à 10 avec le pied par terre ou j'essaye de mettre les roues à côté. Il y a un réel aspect de l'anticipation. Bah oui, bien sûr. La moto, c'est que ça. Anticipation, voilà. Mais toujours en gardant quand même. Alors, il y a ceux qui viennent faire de la formation et tant mieux parce que on peut peut-être après les attraper pour rentrer dans le vrai monde de la moto où il y a du plaisir, etc. Mais il y a aussi le côté pratique pour pouvoir voilà, fluidifier le trafic en agglomération, se garer facilement, etc. Mais la passion et le plaisir à moto, ça existe quand même. C'est peut-être le dernier engin de liberté qui existe. Sur le vélo, c'est bien, hein, moi j'en fais du vélo électrique, mais bon, c'est limité. Puis c'est un moins bel objet, je trouve quand même. Comme une vraie belle moto, c'est quand même sympa. Après 9 ans d'expérimentation, l'Interfil a été adopté et rentre en vigueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je trouve que 9 ans, c'est pas mal hein, pour une expérimentation. Il était temps que voilà. Non, mais ça montre déjà le niveau. Voilà, des mecs, 9 ans pour expérimenter un truc qui a été mis en place par les motards eux-mêmes, parce que ça s'est fait naturellement. Sauf que j'en pense que en revanche, moi je m'entends très bien avec les gens de la sécurité routière et il y a des gens qui sont pas du tout motophobes, bien au contraire. Et je trouve que il faut aussi, donc c'est bien de l'avoir mis au code de la route, mais aussi faire ça d'une façon raisonnable, la remontée de fil. C'est pas je slalom. Parce qu'il faut la route, on en a parlé tout à l'heure, c'est la cohabitation. Je peux pas ne pas tenir compte d'une voiture, des problèmes qu'on a dans une voiture. Le mec qui veut déboîter, qui veut changer de voie, il faut aussi le laisser faire. Donc faible différentiel. Moi, j'avais même dit 25 au début, hein, c'est 30.
Oui, donc ça va. 30, c'est une bonne chose parce que rester dans les embouteillages, si on est en moto, alors vous avez vu que c'est pour la ville, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est sur les voies à 70 avec une chaussée séparée, 2 voies chaussées séparées. Mais bon, je pense qu'en ville, ça se fait naturellement. Mais toujours pareil, à chaque fois qu'on pond des lois un peu contraignantes, c'est parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi. C'est dommage, mais c'est ça. On pénalise les mecs sérieux. Et moi, je trouve que la plupart des motards, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'on voit toujours la brebis galeuse, mais dans l'ensemble, les motards, c'est des spécialistes de la sécurité routière, parce que comme on le disait, ça se préoccupe de l'adhérence, de la météo, de l'état de son véhicule. Il y en a beaucoup qui font ça parce qu'on sait qu'on est vulnérable en moto. On n'a pas le droit à l'erreur, donc on fait attention à son matériel, on fait attention à la façon dont on pilote sa moto. Je dirais plutôt qu'une moto, ça se pilote, et une voiture, ça se conduit sur route, hein, pas sur circuit, parce que je ne remets pas en question les formidables champions de F1 ou des trucs comme ça. Mais là, une moto, c'est quand même, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Cette mesure, elle s'applique aux motos et aux scooters. Est-ce que dans la vision de la route, il y a quand même une différence entre des personnes qui passent un permis et des personnes qui passent juste une formation? Il y a une différence de formation, c'est sûr. Il y a une différence de matériel quand même, parce que une moto, c'est beaucoup plus sophistiqué, voilà. Mais bon, l'expérience, c'est quand même important aussi. Donc le type qui mais bon, on voit quand même que ceux qui sont assez indisciplinés, c'est plutôt les scooteristes, quoi, hein, qui font à droite, à gauche, machin, nanana. Bon, les livreurs, j'en parle même pas. Et du coup, le mec qui est en voiture, bah, d'un seul coup, il se dit, mais par où je passe? Plus le vélo qui vient dans l'autre sens, plus le piéton. Mais bon, moi je dis, la cohabitation, c'est vachement bien. Il faut bien sûr le faire, mais on n'est pas. Moi, je suis pas que motocycliste. Hein. Aujourd'hui, je suis venu en voiture parce qu'il fait très froid, donc j'avais pas envie de voilà. Demain, je fais piéton. Hier, j'étais en vélo parce qu'on aurait été se balader. Donc, quand on fait, c'est pas mal aussi de se mettre à la place des autres. Et quand on pratique un peu tout, on peut se mettre à la place des autres. Mais on a quand même tendance à être un peu individualiste. Et quand on descend de sa moto et qu'on devient piéton, on va râler sur un mec en moto qui va arriver trop vite. On monte dans sa voiture, on va râler contre le piéton, etc., etc. Donc, arrêtons de râler. Quels sont les réels avantages de l'interfile? La moto et le deux roues en général, ça a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est quand même d'être vraiment à l'air libre. Voilà, on subit les intempéries. Donc, si c'est pour rester sous la pluie, voilà, et l'intérêt, et ça fluidifie aussi le trafic. Donc ça veut dire que si on reste moins longtemps, on pollue moins aussi. On est quand même sur un engin qui fait sur un scooter entre 110 et puis pour une moto 250 kilos où on est seul dessus ou à deux parfois. Donc on va aussi dans le sens de la protection alors c'est sûr qu'une moto pour moi c'est quand même l'engin idéal pour rouler en ville, mais il faut, on peut pas l'utiliser dans toutes les circonstances, parce que parfois on a des choses à transporter, il faut bien une camionnette, une voiture, un machin. Mais bon, moi je prends, si je vais dans Paris, je prends jamais de voiture, ça c'est sûr. Comment concilier justement cette cohabitation entre les automobilistes, les motards, pour que tout se passe bien? Moi je trouve que les automobilistes ont énormément progressé vis-à-vis des motards. Ça se passe pas mal quand même dans l'ensemble des choses. Mais c'est aussi connaître, et ça on en parle dans notre formation, les problèmes des uns et des autres. Mais bon, il y a quand même beaucoup de types qui passent le permis moto qui ont leur permis voiture. Donc ça, naturellement, et ils te disent d'ailleurs après qu'ils conduisent un peu différemment leur voiture une fois qu'ils ont appris à passer. Et ça prouve bien que quand on connaît les problèmes des autres, on les respecte mieux. Donc ça va peut-être être des formations pour avoir vraiment la connaissance des deux visions. Oui, c'est pour ça que cette formation 7 heures là, qui est pour les 125,
qui est assez facile, mais qui permet quand même d'avoir une notion sur le freinage, l'importance du frein avant, les contrôles en tournant la tête, la gestion, l'anticipation, la prise d'angle, les trajectoires quand même, savoir ce que c'est qu'une trajectoire, comment ça fonctionne pour prendre un virage, etc. Ça permet quand même à l'automobiliste, parce que lui il est automobiliste, il a juste un permis voiture, il a une petite formation de 7 heures pour conduire un 125, mais de voir autre chose et vraisemblablement après de se dire si je me positionne comme ça avec mon deux roues, l'automobiliste me voit pas forcément et inversement les problèmes des automobilistes par rapport au... Donc plus on conduit d'engins différents, donc je trouve mieux c'est pour que ça s'entende bien. La moto, elle a de l'avenir? Plus que moi, hein, la moto a beaucoup plus d'avenir que moi. Bien sûr que la moto a de l'avenir, on voit en compétition comment ça cartonne. À moins que l'intelligence artificielle prenne le pouvoir complet et que le plaisir n'existe pas, la moto a un avenir énorme parce que on a envie de se faire plaisir. Alors se faire plaisir, c'est pas forcément attaquer comme un con et faire n'importe quoi. Mais ça, on peut toujours le faire, pas comme un con, mais attaquer sur circuit. Et c'est pour ça que nous, nos stages ont du succès aussi. Mais sur la route, la balade entre potes, je sais que j'ai déjà des potes qui me disent bon, on va en Normandie, on fait ça, machin, etc. On va y aller tranquille. Moi, je vais prendre une vieille moto, comme ça, je suis. Mais voilà, mais c'est ça la moto. Bien sûr que ça a de l'avenir.